pense que c'est une révolution industrielle. Je pense que c'est notre prochaine révolution industrielle. L'IA, il va s'appliquer. Maintenant, c'est comment je le plug sur mes entreprises. Je pense qu'il faut adopter l'attitude du surfeur. On voit la vague au loin, on sait qu'elle va arriver. Tu disais la révolution de demain, c'est en ce moment que ça se passe. Les règles du jeu sont en train de changer, les fondamentaux business des entreprises sont en train d'être changés. On est obligé de comprendre comment ça marche. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Mais derrière le bruit, se passe-t-il vraiment grand-chose ? Ici, on déconstruit, on analyse, on partage les retours d'expérience des pionniers. Que vous soyez dirigeant, manager, RH ou juste curieux, le podcast Besoin de rien, envie d'IA est fait pour vous. Vous y découvrirez ce que l'IA transforme déjà, vos organisations et votre rapport au travail. Ce podcast est sponsorisé par 365 Talents, solution d'IA qui cartographie les compétences des grandes entreprises. Elle permet aux experts RH de piloter leur stratégie talent, d'anticiper l'avenir et de se transformer via une approche centrée sur les compétences. Besoin de rien, envie d'IA est présenté par Lomna Kaleja, ex-DRH devenue exploratrice de l'IA pour les organisations. Elle accompagne dirigeants et RH à transformer leurs pratiques via son offre de conseils, de formation et de conférences. Bonne écoute! Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Besoin de rien, envie d'IA. Aujourd'hui, j'accueille non pas un invité, mais deux invités. Vous les découvrirez dans quelques minutes. Aujourd'hui, on va parler de l'IA Act. C'est cette réglementation européenne dont on parle, mais dont on ne sait que faire. Aujourd'hui, j'accueille Jacques et Paul qui vont nous permettre d'y voir clair. On va décortiquer cette réglementation pour comprendre ce qui se joue, mais surtout comment passer à l'action. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Paul, si tu veux bien commencer. Enchanté, ravi d'être là. Je m'appelle Paul, je suis un des cofondateurs de 365 Talents, une start-up RH basée en France. On est une 60aine de personnes et donc on est éditeur de notre propre solution qui embarque de l'intelligence artificielle. On fait une solution de gestion des talents pilotée par l'IA. On fait de la gestion des compétences, gestion de la mobilité interne notamment, au service des collaborateurs en premier lieu, mais également des RH et du business. Super, merci Paul. Bonjour à tous, Jacques de Tonquédec. Je suis avocat associé au sein du cabinet Littler France, qui est un cabinet qui est dédié au droit du travail. Et donc, on accompagne les employeurs dans toutes leurs problématiques de droit du travail et droit de la formation professionnelle. Et pour ma part, j'ai une casquette un peu plus de spécialité, entre guillemets, sur tout ce qui est intelligence artificielle et droit du travail / gestion RH. Ce que je vous propose, c'est une première question pour toi, Jacques, sur avant l'IA Act. Quelles sont aujourd'hui les obligations de nos entreprises ? Alors, il y en a un certain nombre. Je dirais que la première et la plus importante, c'est cette obligation de formation. C'est à l'article 4 du règlement européen, pose le principe que tout déployeur ou fournisseur, mais fournisseur évidemment, c'est celui qui crée la solution IA, donc ça paraît assez évident qu'il sache à quoi correspond un système d'intelligence artificielle. Mais en revanche, tout déployeur, c'est toute entreprise qui utilise en son nom un système d'intelligence artificielle. Et pour eux, ils ont une obligation de former dans la mesure du possible. Et évidemment, c'est une législation européenne, donc pour faire, je dirais, il y a une logique d'harmonisation européenne. Donc il y a effectivement des passages de cet article qui ne sont pas hyper clairs. Qu'est-ce que ça veut dire dans la mesure du possible ? D'où évidemment l'intérêt de faire ce podcast, essayer de réfléchir ensemble. Donc cette obligation de formation. C'est-à-dire que les employeurs doivent, dès lors qu'ils font appel à un système d'intelligence artificielle, former leurs salariés sur les tenants et les aboutissants de ce système d'intelligence artificielle, étant précisé que l'entrée de l'IA Act, elle est progressive, mais cette obligation, elle s'applique depuis le 2 février 2025. Donc, il ne faut pas attendre. Alors, je remontais juste un petit cran en arrière sur effectivement, avant l'implémentation, on a quand même des contraintes liées à la consultation et à l'information de nos organisations syndicales, du CSE notamment. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. C'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle technologie. Et on a une disposition spécifique dans le Code du travail qui prévoit la consultation préalable, information, puis consultation préalable du comité social et économique de l'entreprise, dès lors que cette nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, a un impact sur les conditions de travail. Et c'est vrai que, par principe, dès lors qu'on souhaite implémenter un système d'intelligence artificielle, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une nouvelle technologie ? Et deux, est-ce qu'elle impacte mes conditions de travail ? Et on commence à avoir des exemples
jurisprudentielles. On a notamment un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre et une ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil, cette fois-ci, qui commence à définir un peu les pourtours de quel est le rôle des élus par rapport à ces systèmes d'intelligence artificielle, et notamment cette ordonnance du 15 juillet 2025 à Créteil. Elle l'écrit noir sur blanc. Alors, ordonnance, premier niveau, peut-être qu'il va y avoir un appel, on est en référé, c'est une ordonnance, voilà. Donc ça ne veut pas dire que c'est loi, on n'est en plus pas dans un pays de case law, donc c'est-à-dire que la jurisprudence est là pour interpréter, elle ne crée pas du contenu légal par principe, et elle a jugé qu'un système d'intelligence artificielle est une nouvelle technologie. Ok, très bien. C'est le premier jugement, à ma connaissance, qui pose de façon aussi claire qu'un système d'intelligence artificielle est une nouvelle technologie. Après, elle ne fait pas l'économie dans sa motivation d'expliquer qu'en l'occurrence, dans l'espèce, ça avait un impact sur les conditions de travail des salariés. C'était une boîte de presse qui utilisait l'intelligence artificielle pour générer du contenu. Évidemment, ça a impacté le travail des journalistes, etc. Et donc, à partir de ça, ils ont suspendu le process de déploiement de l'intelligence artificielle dans l'attente de la régularisation de la procédure d'information-consultation. C'est vrai qu'il y a un réflexe tout de suite à avoir, c'est je commence à m'interroger sur l'intelligence artificielle et son déploiement ou pas dans l'entreprise. Il faut que je me pose la question de cette consultation préalable. Ouais, parce qu'en fait, il s'est passé, on a été dans une phase d'expérimentation assez massive où effectivement les entreprises se sont lancées dans des POC, ont commencé à tester des choses en interne, mais toutes n'ont pas pensé effectivement à cette étape initiale qui est l'information consultation de leur CSE. Et alors là, on le sait maintenant, puisqu'il y a eu effectivement ces décisions. Je suis DRH, je suis employeur et j'ai un système d'IA. Donc, j'ai par exemple un ATS, j'ai un SIRH depuis longtemps et mon provider a intégré dans cette solution-là de l'IA. Je ne l'ai pas demandé, ce n'est pas de ma responsabilité, ou du moins je considère que ce n'est pas de ma responsabilité, mais c'est là. Est-ce que je dois refaire une information consultation auprès de mon CSE ou est-ce que je me dis si j'ai fait l'info-consulte préalablement à la mise en place de l'outil, ça suffit. Enfin, quelle position on peut adopter si on est utilisateur? En fait, tout dépend de l'impact de ce changement. Est-ce que cette amélioration par l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va impacter les conditions de travail des salariés? C'est vraiment le déterminant. Si elle impacte les conditions de travail des salariés, on ne pourra pas se faire l'économie, d'un point de vue strictement légal, de consulter préalablement le CSE. Et puis même, au-delà de ça, il y a quand même un principe de co-responsabilité qui est aussi lié à Acte, qui fait que tout à fois le fournisseur, le déployeur, entre guillemets, sont co-responsables. Et évidemment, ça veut dire qu'ils doivent évidemment informer que le module utilise l'intelligence artificielle, ce principe aussi d'explicabilité. Et donc, évidemment, si le déployeur le fait, entre guillemets, dans le dos, déjà, il ne respecte pas l'IA Act. Et deux, on peut se poser la question d'une action en responsabilité de la part de l'entreprise utilisatrice, si elle n'est pas au courant de ça, puisqu'elle peut se prendre, puisqu'elle peut être poursuivie pour délit d'entrave si le CSE considère qu'il aurait dû être consulté sur cette modification que peut-être l'entreprise, comme tu l'as dit, utilisatrice, entre guillemets, découvre un peu. Et c'est là où il y a un travail pédagogique assez important parce que c'est un peu le Far West. L'IA Act vient quand même mettre un cadre. Et après, on avait toute cette question philosophique, est-ce que ça vient brider l'innovation ou pas? Moi, je pense que ça vient pas brider l'innovation, ça vient la responsabiliser, et ça vient en faire, dans notre matière RH, un gage d'une intelligence artificielle, je dirais, humaine. Un paradoxe et responsable. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir cette logique de pédagogique pour sortir de ce Far West, et parce que l'intelligence artificielle, plus on creuse, plus je lis des livres, des articles, etc., plus on se rend compte qu'entre ce qu'on dit et ce qui passe sur les réseaux, dans les articles, et la réalité pratique des entreprises, il y a un fossé abyssal. Et du coup, je pense qu'il y a un travail, du coup, ça crée une boîte à fantasmes, et du coup, là, il y a un travail vraiment d'accompagnement à faire autour de qu'est-ce que l'IA, et je pense que, justement, resensibiliser sur cette consultation préalable des représentants du personnel, enfin du CSE, puis même se poser aller plus loin, pourquoi pas travailler sur un dialogue, par le dialogue social, sur une espèce de négociation, en tout cas, pour démystifier ce que c'est l'intelligence artificielle, ce qu'elle n'est pas. Voilà. Je voudrais bien qu'on revienne un petit peu sur ce que c'est que l'IA Act, parce qu'on en a dit des petites choses, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa finalité? Quels sont ses piliers? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus pour qu'on parle tous de la même chose? Alors, l'IA Act, donc c'est un règlement européen
Donc, qui dit règlement européen dit que c'est pour tous les pays membres de l'Union européenne et qui est d'application directe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transposition française nécessaire. Il s'applique ex abrupto. Je suis juriste, donc je suis un peu de latin. Et donc ça, c'est très important. Il repose sur le principe de qualification du risque. C'est en fonction du risque, on va classer mes systèmes d'intelligence artificielle. J'ai des systèmes dits interdits parce qu'on considère que le risque est, par rapport aux droits fondamentaux, aux libertés individuelles, est trop important et du coup, ils sont totalement interdits. C'est par exemple les crédits sociaux. Le système de social rating qu'on voit en Chine avec la reconnaissance faciale, par exemple, ça c'est totalement interdit. Ou alors les caméras qui viennent filmer au poste de travail pour détecter les émotions des salariés. Et alors ça peut avoir quelque chose d'assez louable de dire celui-là va pas bien par rapport à ses émotions, etc. Mais c'est quand même très... on s'immisce beaucoup dans les droits fondamentaux de la liberté individuelle de chacun, et donc ça aussi c'est interdit. Et c'est quand même sujet à beaucoup d'interprétations. Exactement. Il y a des biais très très importants possibles. Et puis, donc ça c'est les systèmes interdits. Donc ça c'est interdit depuis le 2 février 2025. Ensuite, il y a les systèmes dits à haut risque. C'est ceux qui nous intéressent s'agissant de la matière RH, parce que c'est tout ce qui a trait, en fait, pour synthétiser. Alors c'est pas très bien écrit dans l'AI Act, je trouve. Il y a beaucoup de choses qui sont pas très bien écrites ou pas parce que très ça claires pose pas, pour nous. Ouais. C'est ça, parce que ça pose pas une définition de ce que c'est. Ça prend des exemples. Ça fait référence à une annexe 3 qui liste qu'un inventaire à la Prévert, etc. J'ai fait un pas de côté. Je me suis dit, mais quel est le déterminant, entre guillemets, de ça pour pouvoir donner un peu une règle générale? Et en fait, le déterminant, dans ma compréhension, c'est plutôt dès lors qu'on va sur de la donnée personnelle, alors on est sur un système à haut risque. Et qui dit un système à haut risque va nécessiter de mettre en place tout un système de garde-fous pour s'assurer, évidemment, que le système d'intelligence artificielle ne crée pas des discriminations, des biais qui peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes. Dans la matière RH, c'est quoi? C'est le traitement des CV, c'est le traitement des entretiens de performance, c'est le traitement de la formation, quelle formation, comment j'anime ma formation vis-à-vis de mes salariés, etc. La gestion des compétences, on va en parler tout à l'heure avec Paul. J'arrive. Commence à faire un peu de teasing. Oui, j'y viens. Et donc ça, c'est système à haut risque qui nécessite effectivement que le fournisseur, celui qui crée, respecte un certain nombre de canons pour assurer en fait une fiabilité, une sécurité du système et une incorruptibilité, entre guillemets, du système d'intelligence artificielle. Pourquoi haut risque? Parce qu'il y a évidemment le RGPD qui aussi s'applique. Alors, le RGPD, l'IA Act vient en complément du RGPD ou est-ce qu'il remplace le RGPD? Non, c'est en complément. C'est deux logiques, deux règlements européens d'ailleurs. La question s'est beaucoup posée, oui. D'application immédiate. Et en fait, c'est deux choses complémentaires. Pourquoi? Parce que le RGPD, il traite de la donnée. C'est la donnée personnelle. C'est une législation relative à la donnée. Est-ce que j'ai consenti au traitement de ma donnée? Comment ma donnée est traitée? Est-ce que j'ai le droit à l'oubli? Etc. C'est assurer une forme de traçabilité, une forme de sécurité dans la donnée personnelle. Mais ça s'enferme sur les données. L'intelligence artificielle, ça a besoin de la donnée pour générer du contenu, mais ce n'est pas en soi de la donnée. C'est un algorithme qu'on va mettre derrière qui va permettre, sur la base d'une donnée, de la traiter et de générer du contenu, une image, du texte, des prédictions, etc. Et du coup, évidemment, c'est pour ça que ça se superpose, c'est que j'ai ma législation sur la donnée, sur laquelle je vais empiler ma législation sur l'intelligence artificielle pour que le contenu qui sorte soit tout à la fois compliant, respecte les données personnelles et respecte l'IA Act. Tant préciser que c'est deux logiques différentes. Analyse de risque IA et étude d'impact, impact plutôt sur RGPD. Donc c'est deux logiques un peu différentes, mais qui posent beaucoup de problèmes. Parce que, et je prends juste un exemple, on parle beaucoup de l'IA génératif ou neuronal. D'un point de vue technique, alors je ne suis pas un ingénieur, mais je vais essayer de m'intéresser un peu au sujet pour comprendre un peu quels seraient les sujets juridiques de demain. Et comment mieux conseiller nos clients pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'évidemment, les RH, les DRH, les DG ne sont pas forcément aussi des ingénieurs. Il faut aussi essayer d'ouvrir le moteur pour voir ce qui se passe. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de la boîte noire. Ouais. Et là maintenant, en fait, on ne sait pas ce qui s'y passe. Personne ne sait ce qui s'y passe. Et du coup, se pose la question de la donnée personnelle. C'est que la donnée personnelle, son usage doit être limité quand même. On doit savoir quelles sont les finalités de la donnée personnelle. Sauf que quand ça part dans la boîte noire, personne, pour l'instant, n'est capable de dire où part ma donnée personnelle. Et donc, ça pose quand même des questions sur comment j'assure la donnée personnelle, d'où cette IA Act qui peut paraître un peu dur, mais qui peut-être peut permettre un peu de répondre à cette interrogation, encore que techniquement, pour l'instant, il n'y a pas de réponse.
Super. Je reviens juste sur ces niveaux de risque. Tu en as évoqué 2. Donc, le risque inacceptable ou inadmissible, je sais Interdit, plus. enfin les systèmes Système interdit. Avec interdits, le à risque haut risque. voilà. Il y a le risque élevé. Donc, on a cru comprendre effectivement que l'essentiel des systèmes d'information, des systèmes d'intelligence artificielle liés à la fonction RH rentrerait plutôt dans ce cadre-là. Mais là encore, il y a quand même quelques incertitudes. Il y a 2 autres risques. Tu peux nous en parler? Alors il y a celui des IA à usage général. Ça, c'est typiquement ChatGPT. Donc en fait, comme elle ne traite pas de base de la donnée personnelle, si je vais sur ChatGPT, je me pose une question, dès lors que je ne mets pas de données personnelles, en réalité, il n'y a pas de sujet. Du coup, on considère que c'est à usage général. Et après, il y a les IA à système général à risque systémique. Et ça, c'est un truc purement technique. C'est par rapport à la puissance de calcul et la puissance de réflexion. C'est à peu près 1045 flaps. Il y a plus de 1045 flaps. Alors, c'est aussi un terme technique. C'est-à-dire, c'est la puissance, la rapidité de réponse, de ce que j'ai compris. Encore une fois, je parle comme un néophyte. De réponse qui va déterminer que, compte tenu de cette rapidité, je peux avoir un risque plus important qui me contraint à avoir une documentation technique un peu différente et des mécanismes de contrôle un peu différents, un peu plus importants qu'un système d'IA à usage général classique tel. C'est intéressant parce que c'était pas la compréhension que j'en avais. Alors du coup, je vais te challenger un peu parce que j'ai besoin de comprendre. Effectivement, pour moi, il y avait les risques interdits. Effectivement, la gestion des émotions, la reconnaissance faciale, la notation, tout ça, on est d'accord. Il y a eu d'ailleurs quelques startups qui se sont montées et qui ont vite fermé. Il y a ensuite tout ce qui concerne effectivement les risques élevés pour lesquels il nous faut prendre des dispositions qui sont effectivement la gestion des compétences, qui sont la gestion de la formation, en fait, tout ce qui va avoir un impact sur la vie de nos collaborateurs. Je schématise là encore, je suis ni ingénieure ni avocate, donc vraiment, je vulgarise au maximum. Ensuite, il y avait le risque, je crois que c'était acceptable. Après, il y a différentes nomenclatures, mais j'avais retenu acceptable. En gros, c'est une IA qui pourrait faire de la gestion de planning automatisé ou des choses dans lesquelles il y avait très peu d'enjeux pour les collaborateurs. Et ensuite, les choses comme ChatGPT, où pour le coup, il y avait rien. Et en fait, la difficulté que moi j'ai un regard de DRH et d'utilisatrice, c'est de me dire où est-ce que je mets mes systèmes d'intelligence artificielle. Donc, est-ce que, en tant qu'utilisatrice, je me dis, tous mes systèmes RH, je les mets dans la case élevée et en gros, je m'épargne des risques. Est-ce que, voilà, comment, je vois que Paul trépigne un peu, donc je vais te donner la parole. Comment est-ce que moi, RH, je reconnais, je catégorise mes risques et qu'est-ce que je mets en place pour me mettre en conformité? Je pense là-dessus, la réponse, elle est facile. Elle n'est pas réellement facile, mais elle est plus simple, à mon sens, parce que c'est pas à toi, utilisatrice de ces systèmes-là, de placer cette évaluation. C'est aux fournisseurs de s'auto-évaluer. Alors je dis, c'est plus ou moins simple. C'est plus simple parce que c'est aux fournisseurs de le faire. Ouais. Encore faut-il avoir confiance dans l'auto-évaluation que va faire le fournisseur, qu'il soit convaincant aussi, et que lui-même soit convaincu. On est encore au début, on disait en intro que c'était un peu le Far West. Je pense plutôt que tout le monde est en train de découvrir, de refaire sa propre lecture des textes. On attend aussi par exemple, en tant qu'éditeur, on attend des clarifications de la part de l'Europe notamment, mais aussi des régulateurs en France, justement sur comment lire le texte pour certaines industries. Typiquement la fonction RH, effectivement, quand on lit l'IA Act, on se dit, OK, ma solution, mon outil est au risque. Est-ce réellement le cas? On est tous en train de découvrir ça. Mais en tout cas, en tant qu'utilisateur, l'idée, c'est plutôt d'aller demander au fournisseur, OK, où est-ce que vous vous positionnez? Et de prendre cette information, c'est le fournisseur qui en est responsable. Ah, super. Donc, ça nous enlève cette charge et cette responsabilité-là. Exactement. Est-ce qu'on est co-responsable si notre fournisseur ne se met pas dans la bonne catégorie? Après, c'est aussi une question parce que même ne serait-ce que la définition de fournisseur, elle est sujette à interprétation. Parce que le fournisseur, c'est celui qui, tout à la fois, prépare la solution technique ou utilise une solution technique existante en son nom propre. Ah, ok. Et donc, c'est là où ça peut poser des difficultés d'interprétation parce que qu'est-ce que ça veut dire utiliser une solution technique en son nom propre? Si c'est juste utiliser ChatGPT et puis mettre le nom de la boîte, est-ce que pour autant ça qualifie de fournisseur? C'est pas totalement évident et c'est vrai qu'on attend beaucoup de précision. Normalement, l'IA Act renvoie aux législations nationales de désigner l'organisme contrôleur. Normalement, ça aurait dû être fait pour le 2 août en France. C'est dans tous les pays du monde. Et en France, c'est pas encore complètement définitif. A priori, ce serait la CNIL, la DGCCRF
selon un peu la typologie des sujets. Ah, ok. Et c'est ce qu'on avait imaginé, c'est que c'est probablement la CNIL, puisque la CNIL était RGPD, que l'intelligence artificielle sans données, c'est un algorithme qui n'a pas de vie, qui n'a pas de sang, quoi. Donc, on peut se dire que le fournisseur, vraiment, je schématise là encore, hein, le fournisseur, c'est soit celui à qui on achète une solution clé en main. Déjà, on peut s'aligner là-dessus. Ok. Si j'ai en interne des développeurs qui développent quelque chose, est-ce qu'ils sont déployeurs? Est-ce qu'ils Fournisseurs sont, aussi. ils sont Ouais, fournisseurs fournisseurs. aussi. Ouais. Donc, les fournisseurs sont ceux qui créent les solutions et les systèmes d'IA. Voilà. On pourrait schématiser comme ça? Non, c'est ça, effectivement. Et puis le fait de créer une application, ne serait-ce que autour d'un modèle qui est existant, Ok, peut créer un nouveau système ok. qui du coup a ses propres règles. Parce que si on prend un modèle existant, on va peut-être créer une interface autour, on va faire un système de collecte de données, Bien on sûr. va choisir de traiter certaines données ou non, appliquer des traitements ou pas, faire ses choix conscients ou ses non-choix aussi. Donc le fait de réutiliser un modèle existant peut créer un nouveau système ou pas, en fait, en fonction de l'usage qui en est fait. Ok. C'est pour ça qu'un éditeur qui dit, voilà, moi je me base sur un modèle, mettons un modèle d'intelligence artificielle open source, etc., je n'en suis pas responsable. Pas forcément, en fait. Plutôt pas même, d'ailleurs. C'est un peu court. C'est un peu court, effectivement. On a déjà un début de réponse. Le déployeur, on est d'accord que c'est l'entreprise qui utilise la solution? Oui. On peut se dire ça. Oui, on peut dire ça. Et il y a une troisième partie prenante qui est évoquée dans l'IACT, c'est l'utilisateur. Est-ce qu'on peut se dire que l'utilisateur, c'est le collaborateur qui utilise l'outil? Dans le cadre d'un outil déployé en interne RH, potentiellement oui. Ça peut être aussi le RH ou... Ça peut être le RH, ok. Ok, super. Bon, déjà sur les parties prenantes, on est très au clair. Les premières étapes là, on a encore donc une étape qui arrive au mois d'août. Qu'est-ce que moi, employeur RH, je dois faire pour me préparer à cette échéance du mois d'août? À partir du mois d'août, normalement, on doit avoir en droit local l'organisme régulateur. C'est essentiellement ça l'obligation. Et du coup, pour le faire RH, j'ai envie de dire que l'impact est pour l'instant assez réduit, mais il y a toujours cette obligation de formation qui s'applique depuis le 2 février 2025. Et je dirais c'est plutôt ça qu'il faut suivre en tant que RH. C'est de voir, et puis je pense que c'est aussi commencer à réfléchir, puisque va arriver l'application des systèmes à haut risque. Évidemment, les sociétés qui ont mis en place ou mettent en place en ce moment des systèmes à haut risque, il n'y a pas toute l'IA qui s'applique à 100%. Et du coup, préparer l'application, donc c'est-à-dire faire cette analyse de risque, travailler avec le fournisseur, le cas échéant, pour savoir comment se positionne la solution que je propose. Ok. La première étape, ce serait de faire une cartographie, d'aller voir, donc déjà peut-être d'identifier en interne dans l'entreprise qui se charge de ce sujet. Est-ce que c'est la fonction RH? Est-ce que ça va être l'audit interne? Est-ce que ça va être la sécurité par extension? Ensuite, sécurité des données. Donc voilà, en tout cas, d'identifier un acteur en charge de cette cartographie. Et puis ensuite, une fois qu'on a la cartographie des systèmes d'IA, au sens un peu large, et ben aller faire le tour des fournisseurs et leur demander justement comment se place votre système en termes de risque, parce qu'effectivement, on ne va pas avoir les mêmes calendriers de mise en application. Et sachant qu'on pour un système d'IA qui a haut risque, le fournisseur a beaucoup d'obligations. Et donc, on devrait avoir beaucoup de matériel en fait en interne. Donc, on devrait être capable de récupérer cette documentation-là. Et pour les systèmes d'IA qui sont à faible risque, là, à l'inverse, on a vraiment très, très, très peu de choses. Donc, il y a vraiment une dichotomie qui, à mon sens, assez forte. C'est pour ça que la question de est-ce que je suis convaincu moi-même que l'évaluation de mon fournisseur est bonne, elle est assez importante. Parce qu'un fournisseur qui choisit de se dire mon système d'IA est à risque faible, va avoir des obligations très légères, donc va fournir peu d'informations. C'est aussi pour ça que les utilisateurs, enfin les déployeurs, doivent aussi avoir une compréhension du sujet pour challenger. Donc moi, je suis utilisateur. Quelles questions je dois poser à mon fournisseur pour être sûr de taper juste? Comment je le challenge? Comment je vais le chercher? Pas juste me contenter du je suis risque fort ou risque faible, si je schématise un peu. Je pense déjà qu'il faut rester humble, à mon avis. L'industrie entière est en train de comprendre et, à mon sens, de créer aussi les limites. Donc, je pense qu'il faut avoir, à mon avis, une discussion avec les fournisseurs. Okay, où est-ce que vous vous placez? Comment est-ce que vous justifiez ce choix-là? Et en fonction de la discussion, effectivement, pour moi, on peut
Ce qui est important, c'est d'avoir une discussion. C'est-à-dire qu'un fournisseur qui indique non, moi c'est risque faible, je n'en parle pas, je refuse d'avoir la discussion. En fait, ça ne sert à rien. C'est un red flag déjà. Je pense que c'est un red flag effectivement. Ok. Pour mon cas très personnel, on a eu un débat en interne sur est-ce que notre solution est haut risque ou faible risque. On pense que notre solution peut être interprétée comme étant un faible risque, mais c'est une interprétation qui est complexe et c'est une discussion qui est longue à avoir. Donc, par sécurité, on a choisi de se déclarer en risque élevé pour du coup mettre en place toute la panoplie de processus, de création de documentation pour être capable d'avoir en fait tous les documents et tous les process internes nécessaires pour mettre en place un système de qualité avec le moins de biais possible là. Quand bien même le risque, tel que personnellement je le perçois de ma propre solution, il est plus faible que ce que j'affiche en externe. Mais en tout cas, le fait de mettre en place ces processus garantissent aussi le fait de fournir une solution de qualité. Parce que chez 365 Talents, vous avez quand même pris une décision qui est assez... je crois que vous êtes les seuls, enfin, ou peu nombreux, du moins je n'ai pas entendu parler d'autres initiatives comme celle-ci. Vous avez décidé de partir sur une certification, qui est la première certification IA, je crois que c'est la 42001, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'ai bien préparé. Tu peux nous dire un petit peu pourquoi vous avez décidé ça, parce que vous n'aviez pas d'obligation. Quel est l'intérêt, enfin la motivation, et puis voilà ce que vous en avez appris. Voilà, je veux bien que tu nous racontes un petit peu. Oui, avec plaisir. Alors, la certification ISO 42001, c'est une certification sur un système de management d'intelligence artificielle, un peu comme on a des certifications sur les systèmes de management de la qualité, par exemple. Là, c'est appliqué à l'IA. C'est la première certification, en tout cas, c'est la seule qu'on a trouvée sur le sujet. Et en tout cas, pour nous, elle avait cet avantage de poser un cadre clair, avec une norme des éléments à respecter, prouvés par un tiers. Et en fait, elle posait un cadre elle pose toujours un cadre qui est très précis, donc évalué par des auditeurs. Ce que, au final, ne fait pas l'AI Act, parce que l'AI Act a certaines demandes, mais n'est pas très précis en fait dans la mise en œuvre de ces demandes-là. Et donc, du coup, libre à chacun de voir comment interpréter ces éléments. À l'inverse, la norme ISO, il faut respecter chacun des points, sinon on n'est pas certifié. Il y a un recoupement, on va dire, entre cette certification ISO et l'AI Act qui est assez bon. On n'est pas sur du 100%. Donc, avoir une certification n'implique pas d'être compliant avec l'AI Act et vice-versa. Mais au moins, il y a un cadre qui est posé, qui est clair et qui démontre aussi justement le respect de certains process en interne. Avoir un process pour gérer les biais en amont dans l'entraînement du système, les mesurer également en production, pouvoir réagir à cette boucle de rétroaction-là, par exemple. C'est demandé par l'AI Act, mais c'est en tout cas normé dans la norme ISO. Donc, c'est un travail que vous avez fait en anticipation, puisqu'il n'y avait Exactement. pas d'obligation avant août 2026, si je ne dis pas de bêtises. Non, le risque, c'est même c'est février 2026. Février 2026, 2 février 2026. Effectivement, donc dans le cas de notre solution, on a fait ce choix de passer la certification en fin d'année dernière, effectivement, pour être sûr d'être à l'heure, entre guillemets. Mais au final, comme ces obligations s'appliquent, mais nos clients doivent eux-mêmes être convaincus que leur entreprise, au sens large, avec toutes les solutions qu'ils utilisent, est également compliant. Absolument. On savait que nos clients allaient avoir besoin d'avoir de l'information, du matériel en amont. Et du coup, c'est en travaillant à rebours, on s'est dit il fallait qu'on intervienne très très tôt. Et je pense que c'est là aussi quelque chose qui est important, c'est que l'obligation a beau s'appliquer à une date précise, au final, il faut que, en tant que nos clients soient eux-mêmes convaincus qu'ils soient compliant. Sinon, il faut qu'ils changent leur solution, ou en tout cas qu'ils amorcent une discussion. Et donc tout ce travail-là, les dates sont importantes, mais au final, il faut être prêt en avance. Parce qu'il y a une vraie question, moi j'ai autour de moi beaucoup d'RH qui se questionnent sur effectivement l'intégration aujourd'hui de solutions et ils me disent on a shortlisté des prestataires mais on n'est pas sûr qu'ils soient vraiment compliant, donc on va attendre en gros l'entrée en vigueur de cette nouvelle étape et on prendra une décision. Ça veut dire qu'on va être beaucoup dans l'attentisme et quand on regarde effectivement notre écosystème tech, après je suis pas allée voir chacune des startups mais on en parle très peu. Il n'y a pas une espèce d'effervescence qui laisse entendre que la tech s'est vraiment emparée du sujet avec des vrais questionnements, le fait de repenser son offre ou son produit. J'ai pas ce sentiment-là. Alors, c'est basé sur aucune donnée, d'accord, mais je dis beaucoup de choses, effectivement, peu de choses sur le sujet. Est-ce que tu as un avis ? Oui,
pour moi, ça ressemble à la mise en place du RGPD, où au début, tout le monde se cherche. On se demande quelles questions poser, quel framework, quel niveau d'exigence avoir. Il va y avoir des très bons élèves et il va y avoir des très mauvais élèves. Et au final, à la fois les clients et les fournisseurs en fait, vont se trouver avec le législateur aussi. Ouais. C'est vrai que beaucoup sont dans le flou. Chez 365 Talents, on a fait le choix plutôt d'aller dans la catégorie transparence sur nos process internes, nos processus d'entraînement, sur les données qui sont utilisées, ce genre de choses-là. Ça ne me surprend pas que d'autres attendent pour voir effectivement quelles sont les questions que vont poser les clients. Ça ne me surprend pas non plus. En tout cas, moi, ce dont je suis convaincu, c'est qu'un éditeur qui ne s'est pas posé la question se doit faire se poser des questions aux clients. Ça, c'est certain. Que les éditeurs ne soient pas prêts à date en ayant tout le matériel, ça, c'est 100% normal aussi. Quand on édite un système d'IA classé au risque, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut y passer du temps, il faut solliciter les experts en interne aussi, qui parfois préfèrent travailler sur leurs produits plutôt que d'aller produire de la documentation. Donc ça me surprend pas non plus. Produire de la documentation, ça vend du rêve à pas grand monde. Non. Hein, bon. Bien fait, c'est intéressant, mais je suis d'accord. Oui, mais je suis d'accord. Mais effectivement, quand on est dans le produit, c'est une partie qui est un peu contraignante pour eux. Ouais. Je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est de considérer ça comme un partenariat, un process, et que voilà, aucun éditeur en France aujourd'hui n'est prêt. C'est normal, hein. C'est normal. Aucun client n'est prêt, d'ailleurs. Donc, ça va se construire au fur et à mesure. Voilà. Espérons que le législateur soit du même avis aussi. Mais après, j'imagine, alors là encore, j'y perds, je me projette, hein, mais j'imagine qu'il va y avoir une phase de transition, une phase de même s'il y a une date clé pour l'entrée en vigueur, les sanctions vont pas tomber tout de suite, sachant qu'aujourd'hui, si je reprends notre discussion quand même, parce qu'il faut se le dire, on a dit beaucoup de choses, mais concrètement, on est dans une espèce, alors tu as parlé de Far West, on est quand même dans une espèce de no man's land où on a en gros un cap, mais on n'a absolument pas de feuille de route, on n'a pas le how-to, y compris alors on a à peu près compris ce que c'était qu'un système d'intelligence artificielle. Néanmoins, les niveaux de risque sont pas clairement... on n'a pas une grille qui nous permet très clairement de nous dire tel système va là, etc. Et c'est là qu'est la complexité entre les avocats, les RH, nos partenaires, fournisseurs, les utilisateurs finaux. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses, parce que c'est un petit peu ce que je garde de nos échanges, y compris de la préparation. Et en fait, il va falloir qu'on apprenne en marchant, en fait, et qu'il va falloir se laisser le temps. Et on a, en interne, il faut aussi qu'on se dise, on a des CSE qui nous challengent pas mal, notamment lors des informations consultations, sur la gestion des données, sur l'impact sur l'emploi, sur la compliance avec l'IA Act. Mais aujourd'hui, qu'on se dise, les entreprises sont parfois démunies parce qu'on n'a pas les réponses, on n'a pas le cadre. Est-ce qu'on peut se dire ça, ou est-ce que ma vision est biaisée? Disons qu'on a le cadre général, mais il nous manque effectivement une acception assez pratique qui, j'espère, sera. Je ne doute pas que la CNIL fournisse aussi un guide, comme la CNIL est assez active comme elle l'a été sur le RGPD. Après, c'est toujours pareil quand une nouvelle législation, en plus de surcroît européenne, donc qui est le fruit d'une harmonisation au sein de l'ensemble des pays européens, donc de concessions aussi réciproques, qui donne un texte qui, et certes, pose des règles dures, mais d'une clarté qui est sujette à interprétation. J'aime bien l'expression, une clarté qui est sujette à interprétation. On est d'accord, c'est pas clair. Il y a des choses qui sont très claires. C'est-à-dire que quand ils disent un système sur les systèmes d'IA interdits, à haut risque, c'est très clair. Oui. Quand ils définissent ce que c'est qu'un système d'intelligence artificielle, c'est plutôt clair comme définition. Mais à côté, effectivement, il y a des choses sur les hauts risques. Il n'y a pas une grille, ça renvoie à une annexe, aussi à l'inventaire à la propriétaire. Il n'y en a pas une grille qui permette aux moldus de s'approprier pleinement le sujet. Donc j'espère qu'il y aura une grille de lecture. Après, c'est comme le RGPD. On se souvient tous, même le marché était assez attentiste en se disant qu'est-ce qui va devenir. Et puis, donc, il ne se passait pas grand-chose avant. Puis à partir du moment où c'est devenu obligatoire, tout le monde s'est mis les doigts dans la prise, entre guillemets. Oui. Et en l'espace et du coup, évidemment, il y a une espèce de tolérance sauvage pour que toutes les boîtes se mettent en conformité. Et maintenant, le RGPD, c'est plus un sujet. Mais moi, je me souviens, à l'époque où c'est rentré en vigueur, on était là, mais attends, comment on va faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le consentement, la finalité, qu'est-ce que ça veut dire?
etc. Alors que maintenant, c'est devenu quelque chose de totalement clair pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Vachement aidé par la CNIL qui a Pas produit des toujours mis fiches. en application Pas et toujours mis. respecté, mais au moins on sait, c'est vrai. C'est beaucoup plus clair. Exactement. Et du coup, bon, voilà, et je pense qu'on est encore dans cette période, et c'est vrai que c'est pas tout de suite, c'est une mise en application échelonnée qui, dans le monde parfait, devrait permettre aux entreprises et aux donneurs d'ordre de façon générale à s'approprier le sujet petit à petit. Bon, la réalité, c'est que, évidemment, tout le monde va se réveiller en février 2026. Mm. C'est Ouais. c'est comme ça, c'est notre particularité. Ouais, très bien. Et toi, t'en penses quoi? Ah, je pense aussi que les discussions se recoupent beaucoup avec, en tout cas, les demandes, typiquement les demandes du CSE, vont vraiment dans le sens des documents et des process que demande l'AI Act. Et typiquement, le besoin de transparence, justement, sur d'où viennent les données, où est-ce que les modèles sont entraînés, ne serait-ce que dans la localisation, mais également, voilà, quel est le chemin de la donnée, quelle donnée est utilisée, pour faire quoi, etc., etc. Dans le modèle, est-ce qu'il y a des biais? Sujet important pour un CSE à traiter, qui plus est dans une grande entreprise. Ces éléments, ces discussions-là, les CSE informés les avaient, en tout cas, avaient ces questions. Et les clients et les fournisseurs n'avaient pas les réponses. Avec l'AI Act, on va avoir justement de la documentation sur étagère qui va devoir être fournie par les éditeurs. Ça va permettre d'élever un peu le niveau de discussion. Et je pense que en ce sens-là, on va pouvoir avoir des discussions plus productives, plus informées, et justement sortir de ce mythe sur « oulala, je déploie un système d'IA, mes données vont partir aux États-Unis et il va se passer des choses affreuses. » Peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Sûrement que non. Sûrement que les éditeurs qui conçoivent ces solutions y ont pensé. À mon avis, le niveau de discussion va s'élever. Et surtout, en fait, il va y avoir des réponses précises à des interrogations qui sont réelles, mais sur des peurs qui sont très vite fantasmées. Effectivement, même nous, avocats, on se fait démarcher par des éditeurs. C'est vrai que là, les sujets, moi, que je vois, que ce soit concernant notre profession, etc., le curseur est mis sur la cybersécurité. On a l'habilitation ANSSI, etc. Et effectivement, l'IA Act, pas encore. Et pas encore. Par contre, on a toutes les garanties, certificats. Et je pense que c'est aussi, voilà, il faut passer par ces étapes pour arriver à l'IA Act. Je pense que c'est comme ça. Après, moi, mon conseil que je fais à tous mes clients, poser toujours la question, où sont les données? Où sont les données? Où vont les données? Est-ce que j'ai la main sur les données? Est-ce que je reste propriétaire des données? Est-ce que je suis le seul à utiliser ces données? Est-ce que c'est dans un serveur où j'ai le seul accès? Pour moi, c'est le b.a.-ba. Et ça, c'est pas un b.a.-ba IAC, c'est plutôt un b.a.-ba RGPD. C'est de savoir quid de mes données. Parce que pour moi, c'est l'élément majeur. Le reste, évidemment, on a tous été, quand on voit ChatGPT, c'est incroyable. Mais en fait, ça, c'est un peu de la magie, d'une certaine manière. Mais c'est pas la réalité de la vie des entreprises. Il y a un écart abyssal. Et du coup, voilà, moi, c'est toujours, je dis, mais avant de tout sujet, posez-vous ces questions. Parce que le jour où vous serez en CSE, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit tous les deux, où ils vont vous poser une question, ok, c'est super cette gestion de la carrière, par Workday, j'en sais rien, enfin voilà, via l'intelligence artificielle, c'est super, etc. Mais les données, elles sont où? Et si nous, on est incapable de répondre, ça veut dire que tout à la fois, on ne donne pas une information complète au CSE, peuvent refuser de rendre un avis, ce qui bloque tout, et deux, ce qui peut créer une violation du RGPD. Et donc ça, les sanctions, elles sont assez majeures, puisque c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose qui me semble important. C'est vrai que tu as tout à fait raison d'être en avance de phase là-dessus. Et puis aussi parce qu'il faut désalimenter la boîte à fantasmes. Oui. C'est-à-dire que les organisations syndicales, c'est un peu la logique de se dire, mais en fait, le capital humain va être remplacé. Il y a un peu ce côté-là, il va y avoir des suppressions de postes. Beaucoup de suppressions de postes. Mais en réalité, moi, je ne crois pas à beaucoup de suppressions de postes. Alors, je suis peut-être un petit peu un oiseau bleu, mais je ne crois pas, parce que l'histoire a montré que toute révolution industrielle n'a pas créé une augmentation fondamentale du chômage, que ce soit la révolution du début du siècle, milieu du siècle, etc., l'avènement d'Internet, et juste une transformation des emplois. Ça ne changera pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a quand même un élément, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même une maîtrise humaine pour contrôler l'information, pour éviter les biais. Et en tout cas, c'est juste les fonctions qui vont changer. Et je pense qu'il faut expliquer tout ça. Expliquer tout ça, c'est permettre aux uns et aux autres de s'approprier le sujet. Un vrai travail de déconstruction des croyances autour de l'IA. Effectivement, il y a énormément de croyances.
Il y a énormément de fantasmes autour du sujet et déconstruire ces croyances. Alors, on n'engagera pas tout le monde, on donnera pas envie à tout le monde, mais au moins, ils sauront y aller ou ne pas y aller en connaissance et en conscience. Et c'est important. Moi, je continue d'aller dans des entreprises où c'est toujours les mêmes questions qui sont posées. C'est très bien l'IA, mais quid de mon job? C'est systématiquement la première question. Euh, Vous êtes allé sur un sujet sur lequel je voudrais aller et vous êtes vite revenu, mais j'y retourne. C'est sur la souveraineté, effectivement, des données. L'IA Act concerne les entreprises qui officient sur le sol européen, peu importe le type de boîte, etc. Qu'en est-il des boîtes comme OpenAI qui font du business en Europe? Sont-elles soumises à l'IA Act ou pas? Je parle d'OpenAI, mais il y en a plein d'autres. Hein. Faut-il choisir des providers français? Alors, moi, je milite, hein, mais voilà. Mais faut-il choisir des providers français parce qu'on sait qu'ils vont être compliant? Qu'on soit une petite boîte ou un grand groupe, on a à minima cette sécurité de se dire c'est local, c'est chez nous, ou est-ce que on se dit peu importe si on choisit des solutions américaines, du moins non européennes, on aura effectivement cette contrainte-là. Alors, à partir du moment où le système d'intelligence artificielle s'applique en Europe, d'une façon ou d'une autre, c'est soumis à l'IA Act. Voilà. Même si la boîte est américaine. Voilà, c'est pas simplement les boîtes domiciliées en France On est d'accord. ou en Europe à laquelle ça s'applique. Le législateur a été dit, mais effectivement, ce serait un peu trop court de limiter qu'aux entreprises localisées en Europe. Et du coup, non, c'est une application, c'est une forme de mondialité de la législation. Puisque à partir du moment où le système est en Europe, l'IA Act s'applique. Mais OpenAI va se plier à l'IA Act? S'il veut avoir des clients sur le marché européen, il doit se plier. Sinon, il répondra pas à ses obligations en qualité de fournisseur. Donc après, toute la question, ça va être, c'est un peu la guerre commerciale, quoi. C'est ça là-dessus, sachant que évidemment, des solutions européennes présentent plus de gages de fiabilité, puisqu'elles sont innervées par notre législation. Après, la réalité, c'est que la réalité technique, c'est que bien que Mistral ait levé 1,2 milliard la semaine dernière, enfin au mois d'août, ChatGPT, enfin OpenAI est far beyond. Donc on va voir ce que c'est. Voilà, moi je souhaite, j'espère, parce qu'il y a aussi une façon. L'algorithme, il peut être pensé de plusieurs façons, parce qu'à un moment c'est des maths, et l'algorithme peut être pensé de diverses façons, et autant qu'il soit passé dans une façon qui soit complètement respectueuse des droits. Qui innerve notre droit européen, devrais-je dire, plutôt que quelque chose qui se... Notre culture aussi. Alors la culture, c'est toujours la question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle rentre dans la culture? C'est vrai qu'il y a des livres qui on utilise, en fait, on a beaucoup critiqué effectivement ChatGPT notamment parce que les données d'entraînement et les informaticiens, enfin les ingénieurs qui ont travaillé dessus ont effectivement une culture anglo-saxonne et par conséquent peu adapté à l'Afrique, peu adapté à l'Asie. On est relativement proche niveau européen, donc c'est un peu moins flagrant, mais voilà, j'ai cru comprendre effectivement que Mistral avait une coloration culturelle plus franco-française du fait de son origine. Peut-être que non. Oui, vaste débat. Il faudrait faire des essais. C'est vrai que on a beaucoup parlé des algorithmes qui avaient été développés par les entreprises américaines type OpenAI qui, pour lutter contre la discrimination, étaient allés trop loin dans l'algorithme. Et ce qui fait que si on demandait à Sora, je crois que c'est le truc d'image, l'ensemble des rois de France, une image avec l'ensemble des rois de France, il y avait un qui était typé comme asiatique, un qui était typé comme africain, etc. Parce que leur biais étant que non de discrimination, de telle sorte qu'il faut que toutes les catégories soient représentées. C'est du Benetton, quoi. Ce qui crée évidemment un biais, puisqu'évidemment, il y a une réalité historique derrière. Et ces questions-là qui peuvent se poser. Après, est-ce qu'un algorithme peut avoir une orientation culturelle? C'est là où moi, modestement, je serais... Non, c'est juste que c'est basé sur les données d'entraînement. Excuse-moi, oui, je n'ai pas été très claire. Et je veux bien que tu répondes à ma question, à laquelle Jacques a répondu. Si tu t'en rappelles. Sur la souveraineté, oui. Le problème de la souveraineté, c'est que chacun veut être souverain chez soi. Donc les Français vont préférer un modèle français, les Allemands vont préférer un modèle allemand, quoique, etc., etc. Donc on peut peut-être réfléchir à l'échelle de l'Europe, c'est peut-être un peu plus simple. Et donc, à mon sens, on revient plus sur la notion de choix.
Voilà, est-ce que moi, en tant que client, est-ce que j'ai une opinion sur le sujet? Est-ce que je préfère un modèle français parce qu'il est fait en France, parce que les ingénieurs sont français, le centre de calcul est en France, les deux sont pas forcément corrélés d'ailleurs, ou européens, parce que on va dire le modèle a été entraîné effectivement d'une manière avec des données qui partagent mes valeurs en tant qu'entreprise peut-être, ou en tant que personne décideur, ou est-ce qu'au final je ne porte pas d'opinion et je vais choisir la pure performance technique, par exemple, voilà. Ou est-ce qu'à l'inverse, est-ce que je suis prêt à faire un choix, à prendre un modèle peut-être moins performant, moins rapide ou plus cher, ou que sais-je, parce que je vais avoir une opinion particulière. À mon avis, la question, elle est plutôt à transposer sur la question de ce choix-là, qui est le même, par exemple, sur la localisation de la donnée. Est-ce que je vais choisir un hébergement français, européen, américain? C'est des paramètres, à mon sens. Ça, je pense que c'est une question auquel les entreprises doivent répondre. A-t-on une opinion particulière sur ce sujet? A-t-on des guidelines sur le sujet? Du point de vue de l'éditeur, Oui, bien sûr. là, c'est un peu plus compliqué. Chacun veut être souverain chez soi. Si en tant qu'éditeur basé en France, avec une base client historique française, je déploie des modèles français, je sais que ça va pas forcément ravir ou en tout cas convenir à mes clients qui vont être basés aux États-Unis, au Mexique, en Asie par exemple. Donc en tant qu'éditeur, peut-être que la voie la plus simple entre guillemets est de proposer à ses clients le choix pour justement proposer une palette d'options. Et là encore, c'est une opinion de la part d'un éditeur qui du coup, exactement, c'est un parti pris. En tout cas, le non-choix est un parti pris. Et puis, cela étant dit, on discutait tout à l'heure, où sont les données? Est-ce que mes données font partie d'un processus d'entraînement ou non? Là encore, la réponse n'est pas forcément binaire. Ouais. Se priver du fait que mes données fassent partie d'un processus d'entraînement implique aussi que le modèle, ou en tout cas la solution, ne s'améliorera pas forcément. Forcément, c'est pas obligatoire, mais on se prive de cette option-là aussi. Il peut évoluer avec les données des autres. Il peut évoluer avec les données des autres. Exactement, tout à fait. En tout cas, voilà, tout est dans la nuance, ouvert, à mon sens. Et peut-être que là-dessus, il faut avoir une discussion informée. Et se dire, voilà, est-ce que certaines données peuvent faire partie d'un jeu d'entraînement? Peut-être des données anonymisées, peut-être pas forcément tout le jeu, peut-être que je vais avoir envie de flaguer un certain set de données comme étant publiable. Ou en tout cas, voilà, peut-être qu'il y a une discussion à avoir autour de ces sujets-là. Ça suppose quand même une compréhension un peu plus fine, en tout cas un intérêt un peu plus fin, tout à fait. Ouais, et une compréhension plus fine du sujet, ouais. Alors, vous avez répondu à mes questions, mais il m'en reste une, toujours liée au sujet. Je suis une entreprise française ou européenne. Je prends plus de risques en choisissant un fournisseur qui stocke mes données aux États-Unis versus un fournisseur qui stocke mes données en Europe? Moi, je vais répondre sur l'axe juridique. Oui, parce que il y a un principe de juridiction des États-Unis qui est mondial, ce qui fait que les États-Unis, les juridictions américaines peuvent se saisir de tous les sujets à partir du moment où les données sont chez eux, où ils ont connaissance des données. Et du coup, évidemment, faut faire attention à ça parce que sur des sujets qui n'ont aucun rapport avec les États-Unis, les entreprises peuvent se faire poursuivre aux États-Unis. Ça, c'est le principe de compétence entre guillemets mondiale des États-Unis. Voilà, c'est ce truc-là, c'est vraiment ce truc-là. Et puis après, il y a le RGPD qui impose, s'agissant des données, voilà, d'expliquer où vont les données, dans quel pays, dans quel transfert, sachant que évidemment les États-Unis sont quand même sur la donnée, ils ont supprimé un certain nombre de barrières, dirais-je, pudiquement. Voilà. J'ai cru comprendre. Donc, ce qui pose aussi une question de ces données personnelles. Est-ce que ça veut dire, parce que quand on va aux États-Unis, maintenant, je ne sais pas si vous êtes allé récemment, mais on se fait flasher quand on arrive à l'aéroport, enfin, on se fait prendre en photo, etc. Enfin, maintenant, tout est en reconnaissance faciale. Je fais un peu de prospective, mais si les données, mes données personnelles sur, je ne sais pas, toute ma situation individuelles, etc., sont aux États-Unis, peut-être qu'avec cette reconnaissance faciale, tout de suite, les États-Unis peuvent avoir toute ma vie et savoir si j'entre ou sors sur le territoire, si je suis quelqu'un qui supporte Trump ou ne supporte pas Trump. Et ça peut donner lieu, évidemment, à des jugements et des choses qui peuvent être totalement, enfin, en tout cas, contraires à nos principes européens de liberté individuelle
et de liberté collective, parce que c'est les deux. Voilà. Et du coup, voilà, moi, d'un point de vue juridique, c'est la seule chose. Après, côté technique, peut-être que de dire que est-ce que dans un endroit c'est plus sécure que dans un autre, ça. Non, j'étais plus sur le juridique parce que j'ai cru comprendre, et là encore, je ne suis pas juriste et pas avocate, que théoriquement, les données sont effectivement sécurisées, mais que dans certaines conditions, il existe une législation aux États-Unis, je crois que c'est le Cloud Act, mais je ne suis pas sûre, qui permettent à Donald Trump de demander à avoir accès aux données qui sont chez les entreprises, enfin dans les entreprises privées. Donc c'est sécurisé, mais pas tant que ça. Et quand on connaît la demi-mesure de Donald Trump, quelles garanties peuvent nous donner les entreprises américaines? C'est un petit peu ça mon gros questionnement. Je pense que c'est ce que tu mentionnais là, qu'effectivement c'est le Cloud Act. Après, de ma compréhension, c'est pas forcément le président des États-Unis, c'est l'institution, c'est Oui. un juge aux États-Unis qui fait cette demande. J'ai fait un gros raccourci, tu as raison. Il y a potentiellement un contre-pouvoir. Mais j'entends, effectivement, oui, c'est quelque chose, cette extraterritorialité des États-Unis sur la donnée, hein, au sens un peu large, on va pas l'avoir sur un hébergement qui est européen. Ce qui est aussi poussé vers l'Europe. Ou même en Chine, où Chine étant un régime autoritaire, dirais-je, qui sont très intéressés par toutes nos technologies. Bon, bah évidemment, si on met ça sur l'IA chinoise, le risque, sur des serveurs en Chine, le risque, c'est que la donnée, elle parte. Sur la Chine, tu vois, sans faire de gros clichés, on le sait, en fait, il n'y a pas de grosses surprises. En revanche, je vais parler en mon nom, hein, parce que voilà, on sait que la Chine est un pays qui est très particulier et sur lequel le régime a tout pouvoir, alors que les États-Unis sont un pays où, dans notre imaginaire collectif, les droits individuels et les libertés individuelles sont respectés. C'est là qu'il y a une espèce d'ambivalence qui, moi, me questionne. Autant sur la Chine, je sais que si j'utilise effectivement une solution chinoise, je ne serais pas surprise, effectivement, que mes données soient utilisées par le gouvernement. Oui, je pense qu'après. Ça engage que moi, hein. Je me désolidarise. Je pense que tu peux replacer après, derrière, si on parle du déploiement d'un système d'IA encadré par un contrat avec un certain nombre de clauses, c'est tous des points qui doivent être soit présents par défaut. Okay. Nous, on commence à le voir avec nos clients. On a des clients qui, dans leur modèle de contrat type, commencent à intégrer une clause IA un peu standard. Là encore, on est au début, donc on va discuter du contenu de cette clause. Elle est un peu moins standard qu'une clause, par exemple, sur les conditions tarifaires et les délais de paiement et le retard. N'est-ce pas? Mais on va y arriver. Oui, donc pareil, les fournisseurs aussi vont avoir ces clauses-là. Et tout ça, c'est des points qui s'écrivent, qui se discutent. Et notamment, je pense que voilà, la question de quels sont les data points, quelles sont vraiment les données qui sont envoyées, à quelle fin, avec quelle durée de stockage. Tout ça, c'est des points qui s'écrivent. Et là, après, on est plus dans le respect d'un contrat. Voilà. Est-ce que mon partenaire respecte le contrat ou pas? Effectivement, si le partenaire ne respecte pas le contrat, là, je pense qu'on rentre vraiment dans le Far West. Si ensuite, on est sur quelque chose de carré, de clair, de transparent, là, on peut avoir après une discussion qui est un peu plus sereine aussi, oui. Ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'on est parti d'un sujet très juridique. Effectivement, on est parti sur d'autres discussions, mais c'est le principe même. Je retiens quand même que l'IA Act, comme tous les sujets autour de l'IA, nous amène à des discussions. Donc, ça nous amène aussi à ouvrir le champ des possibles, que ce soit en interne. Il va falloir que la fonction RH travaille avec les directeurs des systèmes d'information, qui travaillent avec les personnes en charge de la data, qui travaillent en lien avec ceux qui gèrent la cybersécurité. Enfin, il va y avoir, on ne va pas pouvoir faire l'économie de ces discussions en interne, mais aussi de les ouvrir avec nos partenaires et de monter en gros tous ensemble au front sur ce sujet qu'on ne maîtrise pas. Et en fait, j'ai un peu l'impression que en interne et en externe, chacun a une partie du puzzle et que pour reconstituer un puzzle qui sera clairement incomplet, puisqu'il va manquer des pièces, on va vraiment avoir besoin de tout le monde, à commencer, pardon Jacques, j'ai oublié, mais à commencer par nos amis juristes et avocats. Évidemment, vous êtes en première ligne sur le sujet, mais on va vraiment avoir cette période. On a été beaucoup dans l'expérimentation, on a un peu fait mumuse, on va être dans une phase un peu de structuration avant ou après le questionnement. Comment vous voyez le truc ? Oui, pour moi, on est en train là de structurer les modalités du débat et clairement
clairement, d'ici le début de l'année prochaine, à mon sens, il y aura on va dire les bonnes structures de part et d'autre. Il y aura des équipes dédiées dans les grands cabinets d'avocats. C'est déjà le cas, mais ils auront déjà eu des dossiers à traiter. Il y aura eu un peu de matière. Quelques litiges, accessoirement aussi. Il faut bien faire tourner l'économie. Pareil côté éditeur, pareil côté utilisateur, et également côté organisation syndicale et autres. Il va y avoir un petit peu plus d'expérience. Donc pour moi, on est dans cette phase-là, vraiment. Oui, et les partenaires sociaux, pardon, je les ai pas mentionnés dans les parties prenantes, mais évidemment, pardon, si vous nous écoutez. Dernière question, parce qu'on touche à la fin de ce petit moment d'échange. Si vous aviez un conseil ou une recommandation à faire aux entreprises, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui se posent des questions sur l'IA? Moi, je dirais, première chose, appréhender ne serait-ce que c'est qu'un système d'intelligence artificielle, parce que ne serait-ce que ça, c'est à mon avis, c'est l'élément numéro 1 pour savoir ce que c'est et ce que c'est pas, d'un point de vue technique. Deuxième élément, c'est utiliser le dialogue social pour démystifier ce sujet. Dialogue social, ça peut être la GEPP, par exemple, puisque ça crée des craintes, et cette négociation, elle permet de travailler sur les parcours professionnels, comme son nom l'indique, sur l'emploi et les parcours professionnels, et elle permet aussi de travailler sur demain, et sans être dans quelque chose de très inquiétant. C'est positif, ça peut être positif, le GEPP. Et troisième chose, c'est former vos salariés, communiquer auprès de vos salariés sur ce que c'est pas, une fois que vous commencez à avoir une maturité sur les systèmes d'intelligence artificielle que vous voulez utiliser, ou pourquoi vous n'en utilisez pas. Parce que ça peut être aussi un choix, oui. Tout peut être possible. Et puis de façon assez générale, c'est vrai que moi j'appelle, je le dis, ça fait plusieurs interventions que je fais, moi je pense que c'est aussi le moment peut-être d'appeler à un ANI sur l'intelligence artificielle. Voilà. ANI, c'est l'accord national interprofessionnel. Ça pourrait être intéressant de rassembler tous les partenaires sociaux pour justement discuter dans ce côté de dialogue. L'IA, il va s'appliquer. Maintenant, c'est comment je le plug sur mes entreprises. Et je pense que ça pourrait être un bon moyen de travailler sur des guidelines, de co-construire des guidelines là-dessus. On est dans une société qui est très binaire. Voilà, il faut que ce soit blanc ou noir, etc. Sur un sujet comme ça, c'est vrai que il y a ceux qui sont très inquiets, il y a ceux qui trouvent ça génial, et en fait, la majorité des personnes est ni très inquiet ni génial, c'est pas trop ce que c'est. C'est vrai. Et du coup, c'est pas les conditions pour un dialogue constructif et apaisé. Et c'est vrai que voilà, je pense que ça pourrait être de nature à vraiment faire de l'intelligence artificielle un relais de croissance pour tout le monde, et plutôt que quelque chose qui est un peu instrumentalisé dans un sens ou dans un autre, voilà, en disant t'es réac parce que tu penses que, t'es réac parce que voilà. Et ça, je trouve que c'est dommage. Je pense que des sujets comme ça, c'est quand même, je pense que c'est une révolution industrielle. Je pense que c'est notre prochaine révolution industrielle, parce que c'est une puissance de calcul. Je sais pas si vous avez lu le livre, et je m'arrêterai là, je te rassure, de Luc Ferry sur l'intelligence artificielle. C'est assez intéressant. Il y a quand même certains chercheurs qui ont constaté que la puissance de calcul permettait de finalement de considérer que la vieillesse n'était peut-être qu'une maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance de calcul fait que on pourrait, entre guillemets, stopper les effets de la vieillesse par des nouvelles cellules, etc. Ce qui est absolument révolutionnaire. Alors, pour l'instant, pour le cerveau, c'est pas encore, ils n'ont pas encore trouvé pour le cerveau, mais pour le corps. C'est-à-dire qu'on aurait un corps d'athlète et un cerveau un peu Kakoshim. Mais c'est pour dire pourquoi je pense c'est une révolution. Alors bon, voilà, on est tous un peu avec le bâton de sourcier pour savoir un peu ce que c'est. Mais voilà, je pense que c'est vraiment les key points qui me semblent être importants. Et puis, faites-vous accompagner juridiquement. Voilà. Ça, c'est vraiment un élément important. Je dis pas ça pour moi, enfin pour la profession, mais c'est vraiment important. Il y a un cadre. Les pénalités peuvent être extrêmement lourdes, jusqu'à 35 millions d'euros. Faites-vous accompagner. Voilà. Merci beaucoup. Paul? Je pense qu'il faut adopter l'attitude du surfeur. On sait que la vague, on voit la vague au loin. Il faut être capable de la prendre quand elle est là, parce que la vague, en fait, on la maîtrise pas. On sait qu'elle va arriver.
On voit d'autres surfeurs autour de nous. Il y en a qui commencent à ramer, il y en a qui ont ramé depuis longtemps. Il y en a qui n'ont pas encore commencé à ramer. Il faut sentir cette révolution qui est... Tu disais la révolution de demain, c'est en ce moment que ça se passe. Hein. Il faut comprendre comment ça marche. Donc je pense qu'il faut s'y intéresser, mettre la tête dans le sable. À mon sens, c'est difficilement une option. Ouais. Les règles du jeu sont en train de changer, les fondamentaux business des entreprises, les fondamentaux de beaucoup d'emplois sont en train d'être changés. On est obligé de comprendre comment ça marche. Et ça, je pense, ça passe par une attitude en fait optimiste, de se dire voilà, ce changement, il est fondamentalement intéressant. Ok, quels sont ses ressorts techniques? Voilà, aller discuter avec les équipes qui créent des systèmes d'IA justement pour démystifier, rendre ça un peu moins opaque. On a tous le biais de dire ChatGPT m'a dit que, ou alors l'IA pense que. On veut vraiment on anthropomorphise vraiment ces solutions-là, alors qu'au fond, ce ne sont que des algorithmes certes, mais qui permettent de faire des choses très puissantes. Donc comprendre les tenants et les aboutissants, justement pour comprendre peut-être d'où viennent les biais d'un point de vue, alors pas forcément technique, mais en tout cas au moins avoir un premier niveau de compréhension de ces problématiques-là. Je pense que ça permettra justement d'avoir des débats informés, des débats constructifs, et puis ancrés sur des faits plus que sur des croyances. À mon avis, une fois qu'on a cet intérêt pour cette révolution-là, qu'on a envie d'y passer 1 heure par mois ou tout son emploi du temps, voilà, je pense qu'après, derrière, il y a cet aspect très précis. Voilà, dans mon entreprise, dans mon métier, dans mon quotidien personnel, qu'est-ce que je peux en faire? Ou est-ce que je choisis de complètement écarter ces solutions? Mais à mon sens, la révolution, elle est tellement importante, elle concerne tous les pans de notre vie, on ne peut pas faire l'économie déjà ne serait-ce que d'en comprendre en fait les ressorts un peu techniques ou fondamentaux. Super. Bien, écoutez, on touche, cet épisode touche à sa fin, donc un grand merci Jacques. Merci Paul, et j'ai pas fait la blague sur l'absence de Pierre. Je suis désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc, j'espère qu'à l'issue de cet épisode, vous y verrez plus clair, tout comme moi, sur ce qu'est l'IA Act, ce que n'est pas l'IA Act, quelles sont nos obligations, ce qu'il va falloir qu'on fasse, et surtout les sujets qu'il va falloir qu'on adresse. Et je pense que si on devait retenir une idée, c'est d'aborder le sujet avec beaucoup d'humilité, d'y aller par étapes. Je comprends qu'il y a des enjeux qui sont importants, mais le questionnement et la discussion avec les différentes parties prenantes vont être les clés de succès de la mise en conformité. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'on est d'accord là-dessus? 100%. Super. Merci beaucoup. Merci.